Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Symétrie. À quel âge ai-je ressenti le besoin impérieux d'obéir à la symétrie? Aux alentours de 10 ans, me semble-t-il. Cela a commencé par le lassage des chaussures. Je m'indignais, à chaque nouvelle paire sortant du magasin, de trouver une extrémité du lacet allant directement d'un œillet du bas à un œillet du haut, pendant que l'autre bout passait horizontalement d'un œillet de gauche à son homologue de droite, dessinant ainsi l'aspect en échelle bien connu du lassage des chaussures. Ce traitement inégal des deux brins me semblait indigne d'un esprit rationnel, comme si seul comptait le résultat apparent. Je constatais aussi qu'il était malaisé de serrer les lacets passés de cette façon, les deux bouts réagissant de façon différente. Je trouvais tout seul l'astuce d'un lassage correct et symétrique. Chaque brin doit sauter un niveau de trou pour permettre à l'autre de trouver son chemin. La configuration finale est la même mais les deux brins sont traités de façon identique, ce qui m'importait au plus haut point. Autre sujet de débat, l'électricité. Dans mon enfance en Tunisie, nous ne connaissions que les douilles et les ampoules à baïonnettes. Mais pendant les vacances en Haute-Savoie, je me heurtais à un système différent. Les douilles et ampoules étaient à vis, avec un contact latéral circulaire et l'autre par le culot central. Cette dissymétrie me faisait souffrir. Je saisissais déjà la notion de courant alternatif et je voyais bien que je pouvais brancher les fiches sur les prises de courant dans un sens ou dans l'autre avec le même résultat. Alors pourquoi un contact central et un contact latéral, au lieu des deux poussoirs à ressort identiques? Plus âgé, je profitais du moindre bricolage pour remplacer les douilles à vis par des douilles à baïonnettes. Je mesure aujourd'hui l'étendue de ma sottise. Car les deux fils où circulent les électrons n'ont pas la même fonction. Le courant arrive par la phase et se perd ensuite dans le neutre. Un électricien de métier respectera cette différence au cours d'une installation, en particulier sur les interrupteurs. C'est la phase qu'il faut couper et non le neutre. Tout cela, je ne l'ai appris que beaucoup plus tard. Notre courant alternatif changeant de sens 50 fois par seconde, me donnait évidemment une impression trompeuse de symétrie. De plus, les contacts des ampoules à vis sont bien meilleurs. Les douilles à baïonnettes supportent mal de fortes intensités. Même sous 220 V, il est difficile de dépasser une puissance de 150 W. Aujourd'hui, les possibilités de bricolage en électricité sont très réduites. J'ai longtemps pesté contre la disparition des douilles voleuses, des prises multiples, des rallonges à monter soi-même. Mais la sécurité y a beaucoup gagné. Le petit matériel électrique n'est plus démontable. Les fiches de tous les appareils ménagers ont une borne de terre, on ne peut les présenter que d'une seule façon. La symétrie de l'électricité s'est envolée, tant pis pour moi. Le vaste domaine de la symétrie dans la nature n'a pas manqué d'intéresser les esprits curieux. Chimiste de formation et neveu de Charles Nicolle, lequel a reçu le prix Nobel de médecine en 1928, Jacques Nicolle a souligné, dans un ouvrage devenu introuvable, que la symétrie se rencontre dans les trois règnes minéral, végétal et animal. On trouve toujours un ou plusieurs plans de symétrie dans les cristaux par l'arrangement ordonné des atomes. Les feuilles des végétaux sont plus ou moins symétriques, ainsi que les fleurs. Mais de nombreuses fleurs préfèrent, si l'on peut dire, une symétrie par rapport à un centre. Elles ont souvent 5 pétales, ou comme cela se voit de façon plus complexe chez les composés. Les animaux élémentaires ont adopté la symétrie autour d'un axe central, surtout chez les organismes marins. Tout le monde connaît l'étoile de mer et ses 5 branches. Le corps des animaux supérieurs et de l'homme présente une symétrie parfaite par rapport à un plan vertical antéro-postérieur, à l'exception des organes impairs, foie, rate, pancréas et cour. Malgré les apparences, le cerveau est totalement asymétrique dans ses fonctions. Ainsi, le langage se situe uniquement ou presque dans l'hémisphère gauche. Le visage nous paraît symétrique. Il y a en fait des différences subtiles qui font que, voyant régulièrement notre visage dans un miroir, nous sommes parfois surpris de nous contempler de face sur une photographie. Les magazines s'amusent parfois à monter 2 visages complets d'une personnalité connue à partir de chacune des 2 moitiés, prétendant faire ressortir ainsi tel ou tel trait de caractère normalement invisible. Cela nous conduit à la notion de latéralité. On rencontre de plus en plus de gauchers aujourd'hui.
ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux mais simplement parce qu'ils ne sont plus persécutés. Fini, la main gauche attachée derrière le dos, fini les coups de règle sur les doigts repliés. Disparu donc, les gauchers contrariés et leur handicap comme le bégaiement. Un bel exemple de la compétition entre la symétrie originelle et l'adaptation au milieu nous est donné par les poissons plats, comme la sole et la limande. Selon une formulation finaliste, la sole, cherchant à assurer sa sécurité en se cachant sous le sable, à plat sur le fond, a tourné la tête, faisant remonter vers le haut les deux yeux au même niveau pendant que l'ouverture de la bouche devenait verticale. Jacques Nicole relève également la symétrie dans les cartes à jouer. Elle est parfaite par rapport à un centre, dans toutes les figures, si bien qu'une rotation d'un demi-tour remplaçant le haut par le bas et vice-versa est indiscernable. Il en est de même pour les cartes portant un nombre pair. Mais les cartes de nombre impair ont au centre un dessin isolé, dont la symétrie n'est que latérale, sauf pour les carreaux. Il y a donc 15 cartes, 1, 3, 5, 7 et 9 multipliées par pique, cœur et trèfle, dépourvues de symétrie centrale. Cette particularité est souvent utilisée dans des tours de cartes. Après le succès relatif des lacets de chaussures et l'erreur sur les douilles à baïonnette, me sont restés les plans de table. On voit trop souvent des maîtresses de maison, à ne pas imiter, dire à leurs convives, l'air faussement gêné, « Je n'ai rien préparé. Placez-vous comme vous voudrez ». Alors qu'un plan de table est facile à établir. Le maître et la maîtresse de maison sont placés l'un en face de l'autre, et il suffit ensuite de respecter quelques préséances évidentes et d'alterner les sexes dans la mesure du possible. Mais lorsque le nombre de convives est impair, en particulier lorsqu'il faut placer 7 personnes sur une table rectangulaire, mon attachement à la symétrie est mis à l'épreuve. Si le couple qui reçoit se fait face en occupant les deux petits bouts selon la tradition, on aura 3 personnes d'un côté et 2 de l'autre. Inadmissible. Non. Il faut d'abord choisir un président de table, qui ne sera pas forcément le maître de maison, l'installer à un bout et placer ensuite 3 convives de chaque côté selon les préséances. L'autre bout laissé libre sera utilisé avec profit, pour la corbeille à pain ou tout autre récipient gênant. La maîtresse de maison, appelée à se lever souvent, choisira sa place elle-même. On aura ainsi une disposition symétrique de fait et dissymétrique quant aux personnes, ce qui n'est pas inintéressant comme on le verra plus loin. La symétrie rejoint le domaine des nombres. Pourquoi les nombres impairs sont-ils préférés par les vrais joueurs? Pourquoi un bouquet de roses doit-il comporter un nombre impair de fleurs? Les nombres pairs, eux, s'imposent dans la distribution d'objets. Les services de table comportent généralement 4, 6 ou 12 pièces. Les paires de fauteuils, de chandeliers ou de vases sont très prisées. Mais cette tendance n'est pas universelle. En Corée, les chiffres pairs passent pour porter malheur. C'est pourquoi les tasses ou petits bols vont par 5 et sont de couleurs différentes. Ce qui n'empêche pas les Coréens d'affectionner, dans les adages et proverbes, 4 mots se répondant, par exemple, tête de dragon, queue de serpent, pour désigner celui qui se donne des airs terrifiants mais dont les menaces restent sans suite. En Tunisie, c'est le chiffre 5 qui passe pour être très bénéfique. On le considère comme la meilleure prévention et le meilleur remède contre le mauvais œil. Il suffit d'ouvrir largement la main en la cachant derrière le dos et de prononcer « Ramsa » ou « Kémis ». Le 5 et la numération décimale sont évidemment à rattacher au doigt de la main, mais le nombre 12 possède l'énorme avantage d'être divisible, donc partageable, par 2, 3, 4 et 6. Il aurait mieux valu avoir 6 doigts à chaque main. On peut se demander aussi pourquoi de nombreuses langues utilisent le duel en plus du singulier et du pluriel, alors qu'il est inconnu en français et dans les langues latines. La symétrie fait rarement bon ménage avec l'esthétique. Je ne vois guère que les arts décoratifs et l'architecture pour l'utiliser avec profit, surtout les arts décoratifs dans lesquels la symétrie est omniprésente et joue un rôle considérable. Un tapis est toujours symétrique en largeur et généralement en longueur, ce qui lui confère une symétrie par rapport au centre. Mais volontairement, la tisseuse arabe ne corrigera pas un léger défaut pouvant nuire à la symétrie, car Dieu seul est parfait. L'architecture islamique est particulièrement attachée à la symétrie. Les portes monumentales, les arcades intérieures la respectent scrupuleusement. Certes, en Occident, les façades de grands bâtiments sont souvent symétriques. Mais en y regardant de plus près, on trouvera presque toujours un détail, une ouverture,
un surplomb qui n'existe pas de l'autre côté et qui apporte une surprise bénéfique. Certaines cathédrales, Chartres en particulier, ont 2 tours-clochers nettement différentes. Cela ne choque pas, et confère en revanche une grande personnalité à l'édifice. Chacun sait que la composition d'une photographie ou d'un tableau rejette la symétrie. La ligne d'horizon ne doit pas partager la surface en 2 parties égales. Une ligne verticale se situera à la jonction 1/3 à 2/3. Les anciens ont défini depuis longtemps le nombre d'or qui donne la proportion la plus harmonieuse. Il est égal à 1,618 et divise l'unité en 0,38 et 0,62, ce qui diffère légèrement de 1/3 à 2/3. Mais en dehors de la symétrie ou de son absence, la composition se basera souvent sur le contraste entre les 2 éléments d'une paire. Une tache rouge et une verte, une zone éclairée et une obscure, un nuage et une ombre, etc. La symétrie est alors remplacée par l'opposition. Paire impair? Symétrie, opposition? J'espère ne m'être pas fourvoyé, ni avoir été ridicule en discourant sur les lacets de chaussures, les douilles à baïonnettes, les cartes à jouer et les services à thé. Symétrie latérale, 2 profils pour un t-shirt. Symétrie centrale du type carte à jouer. L'élevage rationnel des lapins. Sans remonter aux années de guerre, l'élevage des petits animaux domestiques est une occupation amusante, et même rentable dans une certaine mesure. Poules et lapins, voilà le plus courant, mais avec une grande différence entre les deux. Il suffit pour les poules de disposer d'un espace, terre nue ou prairie, fermé par un grillage et d'un petit abri pour la nuit. Les poules se nourrissent volontiers de déchets de cuisine ou de repas, grossis d'un peu de grain. Elles savent découvrir des insectes, des escargots. Elles passent leur temps à picorer. Ramasser les œufs chaque matin, organiser les couvées, n'est jamais contraignant. Cela amuse et intéresse les enfants. On peut même s'offrir de temps en temps un poulet rôti. L'élevage des lapins est bien moins plaisant. Ils sont dans des cages que l'on doit superposer pour gagner de la place. Les lapins consomment une quantité incroyable d'herbe qu'il faut aller ramasser chaque jour, et qui ne leur suffit pas. On complétait autrefois par du son, aujourd'hui par des croquettes. Toute cette nourriture semble se transformer uniquement en urine qui inonde les litières et ruisselle sur les cages sous-jacentes. Les naissances ne sont pas aussi fréquentes que ne le laisse croire la réputation de ces rongeurs. Gros travail, peu gratifiant, pour nettoyer les cages et mal récompensé par un lapin à Noël et un autre à Pâques les bonnes années. Mais on peut envisager une toute autre organisation, un espace clos où les lapins seraient en toute liberté et surtout creuseraient des terriers, leur habitat naturel. Quelle dimension? Un terrain d'environ 10 par 5 mètres me paraît le minimum. Plutôt en pente mais pas au fond d'une dépression à cause des inondations possibles. Ce serait bien qu'il englobe un arbrisseau ou quelques buissons. De toute façon, on laissera traîner des bûches ou des débris de bois car les lapins, comme tous les rongeurs, ont besoin de se faire les dents si l'on peut dire. On entourera cet espace d'un petit muret d'environ 60 cm de hauteur, assez haut pour que les lapins ne puissent le franchir. Mais ne vont-ils pas passer par-dessous? Il faut donc prévoir un grillage enfoncé dans le sol. De combien? Je n'ai aucune idée de la topographie des terriers de lapins, ni de la profondeur à laquelle ils peuvent descendre. Je crains que seule l'expérience réponde à cette question essentielle et qui dépend sans doute de la race des lapins. Je laisse ce soin à ceux qui seront tentés par l'aventure. Dans ce rectangle, on isolera un petit espace par un même muret et par une porte. C'est là que sera déposée chaque jour la nourriture. L'ensemble devrait ressembler au dessin ci-contre. Il suffira de fermer la porte quand les lapins sont occupés à manger, dans ce coin réservé. Alors, rien de plus facile que de repérer un animal d'âge et de taille convenable et de l'attraper. Destination la cuisine. Mais avant d'en arriver là, une fois le dispositif bien préparé et terminé, il aura fallu acquérir un couple de lapins puis le placer dans l'espace aménagé. Des lièvres creuseraient immédiatement leur terrier. Les lapins de Garenne aussi. Mais comment se procurer un couple de lapins de Garenne? À défaut, on se contentera de lapins dits de chou et dont certaines races fournissent cependant une chair savoureuse. Que vont-ils faire? Ont-ils conservé leur instinct fouilleur malgré les sélections au cours de milliers de générations pour en faire des machines à fabriquer de la viande ou des poêles?
Après quelques jours à tourner en rond à la recherche d'un abri, vont-ils creuser? Ils seraient certainement encouragés par un terrain inégal, bosselé, encore mieux avec un talus. Ou sinon, vont-ils se blottir dans un angle et mourir de stress dans un cadre décidément hostile? Je donnerais cher pour observer leur réaction. Si tout se passe comme je espère, on se trouvera devant une situation complètement nouvelle par rapport à l'élevage traditionnel. Pendant la journée, les lapins vont et viennent dans leur espace libre. Ils se précipitent dans le coin réservé dès qu'on y dépose la nourriture. Plus de cages immondes à nettoyer, les déjections sont absorbées par la terre. Les lapins se multiplient mieux car ils mènent à leur guise la bagatelle et l'élevage des petits au fond des terriers. Malgré l'absence de clôture, ils sont hors d'atteinte du chien du voisin ou même des renards. À la moindre alerte, tous disparaissent dans leur trou. Les installations analogues ont déjà été décrites, mais où l'espace libre est limité par un haut grillage sous prétexte de mettre les lapins à l'abri des prédateurs. C'est peut-être plus sécuritaire mais moins sympathique que mon muret. Réagir au danger par la fuite dans les terriers fait partie de l'instinct des lapins. Ne faut-il pas le respecter? On assistera très vite à une multiplication étonnante du nombre d'individus, et rien n'empêchera de prélever souvent des animaux bien en chair et de les transformer en civet ou pâté. Alors, autour de la table à la fin du repas, on racontera de drôles d'histoires de lapinat comme celle-ci. Les apprentis sorciers. Australie 1859. Un Anglais, Thomas Austin, installé dans le sud de l'Australie, nostalgique de son pays et de sa basse-cour, fait venir une vingtaine de lapins. Avant même que l'élevage ne soit organisé, quelques individus s'échappent dans la nature. Sans prédateurs naturels, dans un environnement très favorable, ils ont proliféré à une telle cadence que leur nombre a été estimé à 20 millions 6 ans plus tard. Les chasseurs sont ravis, mais c'est la ruine des éleveurs de moutons car les lapins saccagent le sol et consomment toute l'herbe. Une véritable catastrophe écologique. Un journal parisien, Le Temps, a fait paraître en novembre 1887 une annonce du gouvernement australien promettant une prime de 625 000 farad-6 à qui débarrasserait de ce fléau le territoire de la Nouvelle-Galles du Sud. Cet article attira l'attention de Louis Pasteur qui pensa à un microbe qui lui était familier, l'agent du choléra des poules, fatal aussi aux rongeurs 7. Il fit quelques essais préliminaires tout à fait concluants sur le domaine de Madame Pommery à Reims, dont les caves de champagne étaient dégradées par des hordes de lapins. Après avoir pris les contacts nécessaires, Pasteur décida donc d'envoyer en Australie son neveu Adrien Loire 8, qui emporterait dans son bagage des cultures de cet agent infectieux. Là, le trajet en bateau d'Europe en Australie était si long que les autorités australiennes avaient changé d'avis entre-temps et renoncé à cette guerre bactériologique. Adrien Loire ne put remplir sa mission mais très débrouillard, il resta plusieurs années sur place et réalisa en Australie des travaux remarqués. Pasteur aurait-il eu raison en son temps, de ce fléau écologique? On ne le saura jamais. Les lapins continuèrent à se multiplier, remontèrent vers le nord malgré une série de mesures tout aussi inefficaces. En 1901, une barrière grillagée de près de 2000 km, plus tard l'introduction de renards. Ensuite, un retour aux agents infectieux par l'introduction du virus de la myxomatose en 1950 et celui de la maladie hémorragique en 1990. Aujourd'hui, le problème n'est pas vraiment réglé. Un biologiste français, Armand Delille, eut en 1952 la fâcheuse idée d'utiliser ses connaissances scientifiques pour se débarrasser des lapins qui se nourrissaient de ses légumes. Il répandit dans son potager une solution de virus de la myxomatose, maladie très contagieuse par contact direct et transmissible aussi par les moustiques. Avait-il minimisé les risques d'extension de ce virus? En quelques mois, l'épidémie se propagea à toute la région, puis à la France entière. Comme la mortalité atteint presque 100%, on assista à la disparition des lapins de Garenne dans la campagne française. Les rares survivants, plus ou moins protégés contre la maladie, reprirent lentement le dessus et aujourd'hui la population de ces rongeurs a retrouvé à peu près son niveau antérieur. Mais l'équilibre reste fragile car le virus continue à circuler, ce qui a conduit à la vaccination des lapins domestiques eux aussi menacés. Lapins et laboratoires. J'ai sacrifié...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.